Monsieur le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées, votre présence à cette séance d'ouverture des enseignements de l'année 1984-1985 lui donne une solennité particulière et je vous remercie de l'honneur que vous nous faites d'avoir bien voulu faire coïncider votre visite avec cette réunion et ceci me permettra de vous présenter publiquement notre institut. En effet, depuis toujours, la fête traditionnelle de l'Institut a lieu à l'occasion de la cérémonie de sortie, à la fin du stage des médecins des armées, mais ils y sont seuls, entourés, il est vrai, d'une foule de médecins généraux et d'anciens. En début du cycle d'enseignement, au contraire, l'arrivée presque simultanée du plus grand nombre des enseignés permet de les réunir au cours d'une séance intime, sans invité, pour leur présenter l'Institut, les enseignants et les programmes. En effet, les stagiaires sont nombreux et je suis heureux de souhaiter la bienvenue dans cet institut aux 34 médecins des armées qui vont se lever, français en stage d'application et de spécialisation provenant à part égale des écoles de Bordeaux et de Lyon. Ces stagiaires ont maintenant tous vocation tropicale, comme pour les 2 promotions précédentes. Il s'agit là d'une mesure sage qui permet la cohésion et la camaraderie, contrairement aux années précédentes, où la venue pour un stage de 3 mois et demi de tous les stagiaires de l'armée de terre passés au Val-de-Grâce dans un premier temps entraînait un encombrement de l'enseignement, un bachotage malsain, une froideur relationnelle, le paradoxe étant que l'on retrouvait parfois parmi les premiers concours de sortie ceux qui voulaient choisir un poste en France pour justement ne pas partir outre-mer. Asseyez-vous. Je souhaite également la bienvenue aux 8 médecins étrangers, levez-vous, provenant du Gabon, du Togo, de Madagascar et qui sont également en stage d'application et de spécialisation, tandis que 3 d'entre eux sont attendus du Sénégal. Également aux 2 vétérinaires biologistes des armées en stage d'application qui viennent d'arriver hier. Aux 46 médecins et pharmaciens volontaires du service national qui nous arrivent de 20 facultés et qui sont là pour un stage de formation en médecine tropicale. Aux 60 paramédicaux étrangers venus préparer divers brevets techniques, il nous arrive de 14 pays amis d'Afrique noire. Et enfin, aux 13 médecins étrangers et aux 10 médecins français en stage d'assistanat ou préparant les concours du 1er, du 2e ou du 3e degré, tandis que 76 candidats à l'assistanat en service outre-mer sont actuellement en préparation par correspondance. Mesdames, Messieurs, chers camarades, je pourrais longuement vous parler de l'histoire de nos anciens de l'école. Vous en trouverez un résumé dans la plaquette de l'école que l'on vous a remise, et le médecin général Chipot en avait fait un abrégé dans un numéro spécial de la revue Médecine tropicale consacré au 75e anniversaire du Pharo en 1980. Je me bornerai à rappeler l'essentiel. Et d'abord, un non-événement, une anecdote, mais qui aurait pu transformer l'histoire du service de santé des armées. En effet, en août 1870, après la chute de Strasbourg, l'école impériale du service de santé, qui y était implantée depuis 1856, cessa d'exister. Dès 1883, la ville de Marseille décide de créer au Pharo, à Marseille, l'école de santé militaire. Et elle dégage les crédits pour une construction dont les plans montrent qu'elle aurait été un petit Versailles. Hélas, les crédits prévus sont utilisés en urgence pour indemniser d'une part les 200 victimes de la catastrophe des arènes du Prado qui s'était effondrée et surtout pour assainir les égouts de la ville
après l'épidémie de choléra qui s'était abattue sur Marseille en 1884. Pas d'école à Marseille. L'école de santé militaire sera créée plus tard à Lyon en 1888 et l'école de santé de la marine et des colonies à Bordeaux en 1890. Le corps de santé colonial naquit en 1890, détaché du corps de santé de la marine, précédant de 10 ans la création des troupes coloniales en 1900. La nécessité de donner aux médecins et pharmaciens des troupes coloniales l'instruction professionnelle spéciale, théorique et pratique nécessaire pour remplir les obligations qui incombent au corps de santé des troupes coloniales en France et aux colonies, je cite le décret de création, était apparue dès la création du corps. Cette fois, en 1905, Marseille obtient et réalise la création de l'école d'application du service de santé des troupes coloniales, implantée dans les jardins du Pharaon, d'où son appellation d'école du Pharaon, ou Pharaon, qui a toujours cours, tant dans les pays d'outre-mer et même européens, dénomination permanente d'une école qui a changé plusieurs fois de nom. En 1954, en effet, pour tenir compte de la naissance des laboratoires de recherche, le Pharaon prend le nom d'École d'application et centre d'instruction et de recherche du service de santé des troupes coloniales dans un premier temps, puis en 1961, après les indépendances et la mise au pilori du mot colonial, du service de santé des troupes de marine. Enfin, en 1975, l'école devient l'Institut de médecine tropicale du service de santé des armées, mais reste toujours le Pharaon. L'œuvre accomplie par les médecins du Pharaon est immense. En visitant la salle d'honneur, vous pourrez voir quelques-uns de ces noms prestigieux qui se sont distingués, soit comme militaires, soit comme médecins, soit même comme grands serviteurs de l'État. Dans le hall, des plaques de marbre rappellent le souvenir de ceux qui ont été tués à l'ennemi ou de ceux tout aussi valeureux, morts victimes du devoir. Je pourrais vous tenir en haleine pendant des heures en vous racontant la vie de ces pionniers, ou plus près de nous, de ces grands chefs d'équipe qui surent faire beaucoup avec peu de moyens et dont vous pourrez constater qu'aucun de leurs noms ne désigne une salle ou un amphithéâtre de cet institut. C'est que les médecins coloniaux, plus portés à l'action qu'à l'adoration, n'ont jamais voulu extraire un nom de cette cohorte de médecins qui ont chacun fait, à la place où ils étaient, leur métier de leur mieux, et cette tradition mérite d'être respectée. Actuellement, l'Institut de médecine tropicale a une double mission, l'enseignement et la recherche. L'enseignement, qui était la mission initiale, conserve une part prépondérante. 10 chaires d'enseignement disposent de 22 agrégés ou titulaires et couvrent l'essentiel. Des lacunes en ORL, en stomatologie et quelques autres matières sont comblées par des camarades spécialistes des hôpitaux chargés de cours. Compte tenu de la diversité des stages, ces charges d'enseignement sont assez lourdes, mais ceci n'a pas empêché un certain nombre d'entre eux de participer à la rédaction des livres d'enseignement qui constituent la série des agrégés du Pharaon. Et comme de surcroît, tous ces enseignants sont d'un très haut niveau de compétence, ils sont régulièrement, sinon abusivement, sollicités de l'extérieur. Aussi, pour éviter leur dispersion et la répétition des enseignements, nous admettons au Pharaon des auditeurs libres. Cette réunion est pour moi une occasion de dire publiquement à tous ces personnels enseignants toute ma satisfaction pour la disponibilité et la compréhension dont ils font preuve, pour la qualité de leurs enseignements, qu'ils sont obligés d'adapter de façon itérative à des auditoires très variés, pour leur esprit de camaraderie et de corps, et je les en remercie très chaleureusement et très amicalement. Chacun des enseignants exerce en outre une deuxième fonction, soit dans une unité de recherche à l'Institut, soit dans un service clinique à l'hôpital Laveran. Ainsi, vous voyez apparaître l'intrication de nos activités avec celle de l'hôpital d'instruction des armées Laveran, terrain de stage de la plupart des élèves. Cet hôpital appartient, certes, administrativement
à la 5e région militaire. Mais la plupart de ces chefs de service font partie du personnel du Pharo. Quant à son médecin-chef, le médecin général Corbil, après avoir été professeur titulaire au Pharo, il a encore gardé un pied dans la maison et je le remercie de sa précieuse collaboration, de sa compréhension et des excellentes relations amicales que lui et son équipe entretiennent avec la maison mère. À côté des chaires d'enseignement, on trouve un laboratoire de chimie-pharmacie qui sert de terrain de stage, une cellule santé des collectivités dont le responsable participe de manière importante à l'enseignement de l'épidémiologie moderne. Il assure par ailleurs l'enseignement de cette discipline dans les écoles de Bordeaux et de Toulon et réalise des enquêtes en unité qui fournissent de précieux renseignements tant sur la manière dont est perçu le service de santé que de ce qu'en attend la collectivité militaire. Depuis 6 ans, la section vétérinaire d'études et de recherche de physiologie et de pathologie animale, la SVERPA, est venue élargir l'éventail des matières enseignées au Pharo et elle assure l'enseignement spécialisé des vétérinaires biologistes des armées. Elle assure également un programme de recherche vétérinaire spécifique au milieu militaire en physiologie et pathologie animale et enfin elle participe activement aux recherches médicales entreprises dans les diverses unités de recherche de l'Institut. En effet, la recherche est la deuxième mission de l'Institut et est placée sous la haute autorité tant technique qu'intellectuelle du médecin-chef des services Nicoli, sous-directeur recherche. Parmi ces nombreuses activités, les principales sont orientées vers le domaine tropical, études ultrastructurales des arbovirus, culture du paludisme, études des méningococci. Et le haut niveau de technicité de cette dernière section lui vaut d'être centre collaborateur OMS de recherche et de référence pour les méningococci, de sorte que le Pharo compte parmi son personnel 3 experts de l'OMS. Un centre de documentation avec sa bibliothèque et ses moyens informatiques modernes est placé sous l'autorité du médecin en chef Tachon. Ce centre est également correspondant du CEDOCAR, Centre de documentation de l'armement, pour les maladies tropicales et lui fournit toute sa documentation. Il assure par ailleurs l'édition de notre revue spécifique, Médecine tropicale, et la réalisation de nombreux films et vidéocassettes d'enseignement. Enfin, il contribue à la préparation à distance, par mini-cassette, de nos anciens élèves pour les divers concours du premier degré. L'équipe administrative, dirigée par le lieutenant-colonel Rousset, assure avec d'autant plus d'efficacité que les difficultés sont nombreuses, le soutien matériel de tous vos stages et je leur renouvelle mes félicitations. Hors des murs, mais en France, nous avons déjà évoqué les relations avec la direction du service de santé de la 5e région militaire, dont dépend l'hôpital Laveran, avec l'hôpital d'instruction des armées Laveran. Nous avons également d'excellentes relations avec la 53e DMET, qui est votre soutien alimentaire habituel. Relations également avec les autres écoles d'application et centres de recherche du service de santé des armées, avec les facultés de médecine et plus particulièrement celles de Marseille. Nous avons même des relations très privilégiées avec le centre de formation et de recherche en médecine et santé tropicale dirigé par le professeur Penn. Celui-ci vous délivre le diplôme de médecine tropicale uniquement à partir de l'enseignement reçu sur ces bancs. Je regrette qu'il n'ait pu se libérer pour notre séance, ce qui m'aurait permis de le remercier de sa bienveillante collaboration et de l'amitié qu'il porte à notre institut. Relation privilégiée également avec le professeur Bimard, qui depuis longtemps permet aux meilleurs stagiaires du stage d'anesthésie-réanimation d'obtenir le diplôme civil et qui depuis l'an dernier a organisé en collaboration avec le Pharo un diplôme de médecine des catastrophes dont les modalités d'enseignement sont uniques en France et pour lequel tous les médecins des armées peuvent postuler. Je remercie tout particulièrement le professeur Bimard de sa présence ce soir à notre séance et je le remercie également de sa bienveillante collaboration. Nous avons également des relations professionnelles et pédagogiques avec les 3 autres instituts français de médecine tropicale,
et plus discrète avec les instituts européens. Également des relations avec l'université, l'Institut Pasteur et l'École de santé publique de Rennes. J'ai déjà évoqué nos relations avec l'OMS et nous terminerons avec les relations très importantes que nous avons avec le ministère de la Coopération, tant pour les postes d'outre-mer des médecins des armées que pour les VSN. En Afrique noire, nous avons des relations suivies avec l'OCEAC, organisme de lutte et de coopération contre les endémies, l'OCCGE, qui regroupe les États de l'Afrique de l'Ouest, le Centre Muras, l'Institut Marchou, l'IOTA, Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique, ces deux instituts étant situés à Bamako, l'hôpital d'instruction des armées sénégalaises, l'hôpital principal de Dakar, l'Institut national de santé publique d'Abidjan, sans parler du soutien anatomopathologique que l'Institut assure traditionnellement à un grand nombre de postes africains, grands ou petits, tenus par des camarades ou par des VSN, mais également par des médecins locaux. Restent les servitudes. Mission de vaccination anti-méningococcique, pour lesquelles il reste d'ailleurs à faire une étude épidémiologique afin d'expliquer la fréquence élevée des missions pendant les week-ends. Soutien de l'EMIR, élément militaire médical d'intervention rapide, auquel le Pharo fournit une cellule laboratoire qui est intervenue plusieurs fois, tandis que nos camarades chirurgiens font partie de l'équipe chirurgicale fournie par l'hôpital Lavran. Enfin, depuis peu, Bioforce, dont le personnel est également fourni par le Pharo et qui se prépare justement à partir dans quelques jours à Madagascar. Tel est l'Institut, telles sont ses missions, ses contraintes, ses caractéristiques, avec sa grande diversité des âges, des visages, des grades et des uniformes que vous allez côtoyer pendant votre stage. Et en laissant maintenant la parole au médecin en chef Mayou, ancien professeur dans cette maison, qui va vous exposer les caractéristiques de notre enseignement, je vous souhaite un stage instructif et agréable. Je vous remercie. Mon général, messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les stagiaires, mesdames, messieurs, après cette présentation de l'Institut par le directeur, je vais vous parler plus précisément de l'enseignement qui est dispensé. Et pour ce faire, je répondrai à 3 questions. À qui s'adresse cet enseignement? Par qui est-il dispensé? Comment est-il réalisé? À qui s'adresse cet enseignement? Différentes catégories d'élèves, comme il vient de vous être dit, bénéficient de notre enseignement. Commençons par le stage le plus ancien, celui des médecins des armées en stage d'application, auquel s'adjoint cette année celui des vétérinaires biologistes des armées. Depuis 1905, 3890 médecins ont été formés à cet institut, auquel il faut ajouter 327 pharmaciens et 121 officiers d'administration. Il s'agit d'un enseignement long, puisque s'échelonnant sur une période de 9 mois. Il se termine cette année le 14 juillet, soit 15 jours plus tard que d'habitude. En effet, dans le but de préparer les nécessaires adaptations que va entraîner la réforme des études médicales, réforme qui prendra effet l'année prochaine, avec pour principale conséquence la nécessité de stages hospitaliers à plein temps, il a été introduit cette année un stage hospitalier dans les différents services de l'hôpital d'instruction des armées Lavran, 4 matinées par semaine, le lundi, mardi, mercredi et jeudi. Ceci a naturellement entraîné une nécessaire restructuration de tout l'enseignement que nous dispensions à ces médecins des armées et naturellement aussi un compactage. L'enseignement hospitalier, théorique et pratique, portera pour la plus grande part sur les gestes et conduites que tout médecin doit savoir avant de rejoindre sa première affectation. 92 matinées hospitalières sont consacrées à cet enseignement à l'hôpital d'instruction des armées Lavran. Par ailleurs, l'enseignement au Pharo, tous les après-midi et le vendredi toute la journée,
comprend 2 volets, ainsi qu'il l'apparaît sur les plaquettes qui vous ont été distribuées à votre entrée. En premier lieu, un enseignement militaire de médecine et de chirurgie d'armée et un enseignement administratif ainsi que législatif destiné à préparer le médecin des armées aux tâches qui seront les siennes lorsqu'il servira au sein des forces. Cet enseignement correspond très précisément en qualité et en volume à celui qui est dispensé à l'école d'application du service de santé pour l'armée de terre. Se surajoute à cet enseignement une formation très poussée en médecine tropicale. Cet enseignement s'adressant à des médecins qui feront une carrière tropicale doit donner une sérieuse base commune, quelle que soit l'orientation ultérieure. Il doit par ailleurs vous préparer à une tâche définie, celle de votre première affectation tropicale, qui sera pour vous un dépaysement complet. Si l'on peut apprendre théoriquement les maladies tropicales, il faut avoir vécu les situations pour pouvoir vous y préparer efficacement. C'est ce que vous délivreront l'enseignement par vos professeurs, et l'on peut dire que le pharo est, par rapport à la faculté, ce qu'est une école pratique par rapport à un lycée d'enseignement général. Toutes les matières classiques relevant de la médecine tropicale sont systématiquement abordées. Notons que dans cet enseignement, une grande place est réservée à l'épidémiologie de terrain sous forme de modules d'auto-apprentissage qui préparent concrètement les stagiaires à faire face aux situations auxquelles ils seront immédiatement confrontés lors de leur premier séjour outre-mer. Cette forme d'enseignement constitue une originalité sur le plan français. Ces enseignements, sous forme de cours, mais surtout sous forme de travaux pratiques, de travaux dirigés, représentent globalement au pharo 560 heures de cours, non compris bien sûr les stages hospitaliers, les stages en unité, les stages à l'extérieur. Pour bénéficier dans les meilleures conditions de cet enseignement, il faut bien sûr des médecins motivés, soucieux de s'instruire, comme vous l'êtes, vous qui avez choisi cette école comme terrain de stage d'application. L'enseignement en médecine tropicale est valorisé par l'attribution d'un diplôme de médecine tropicale délivré par l'Université d'Aix-Marseille et plus précisément par le Centre de formation et de recherche en médecine et santé tropicale que dirige le professeur Penn et qui a bien voulu prendre en compte l'enseignement et les notes des professeurs du pharo pour l'attribution de ce diplôme. Depuis l'année dernière, il a été créé un diplôme de médecine de catastrophe. Les médecins des armées étant par vocation et depuis toujours préparés et souvent appelés à faire face à des situations de catastrophe et exceptionnelles, le cycle normal d'enseignement militaire des médecins des armées en stage d'application à l'Institut comportait déjà la plupart des enseignements faisant partie, sous un autre titre du programme, du diplôme de médecine de catastrophe. La faculté de médecine de Marseille, représentée par le professeur Bimard, responsable de ce diplôme, a incorporé cet enseignement dans celui du diplôme. Un aménagement nécessaire de notre programme, dans un but de simplification de l'emploi du temps, a permis de regrouper cet enseignement en une demi-journée fixe hebdomadaire. Ainsi, les candidats militaires et civils à ce diplôme ont suivi à l'IMTSSA les cours correspondants qui, de toute façon, auraient été dispensés par les professeurs de l'Institut à nos stagiaires militaires. Par ailleurs, des séances de travaux pratiques sur le terrain ont été organisées le samedi et certains cours complémentaires concernant plus particulièrement la protection civile ont été dispensés à la faculté de médecine Nord par des enseignants civils. En accord avec le professeur Bimard, nous pensons reconduire dans ces grandes lignes cet enseignement auquel nous vous souhaitons le même succès que l'an passé, où ont été reçus 24 stagiaires sur les 33 présentés. Initialement, cet enseignement, destiné aux médecins, pharmaciens et vétérinaires biologistes des armées, était le seul à être dispensé. Depuis 1966, les volontaires du service national, pour servir outre-mer au titre de la coopération, bénéficient d'un enseignement de même type. Celui-ci est naturellement plus court,
car les VSN destinés à servir outre-mer ne séjournent que 2 mois ou 6 semaines au Faro. Pendant ce court laps de temps, ils reçoivent une formation tropicale essentiellement pratique et orientée en fonction du poste choisi. Celui-ci est naturellement connu avant l'arrivée au Faro. Les travaux pratiques et enseignements dirigés se font par groupe en fonction des tâches attendues et des objectifs recherchés. 2 grands groupes au départ, médecins et chirurgiens, éventuellement subdivisés en sous-groupes si nécessaire. Les volontaires du service national s'inscrivent également au diplôme de médecine tropicale. Un contrôle de connaissances est réalisé ici, dans cet amphithéâtre, avant leur départ. Ils comptent pour la délivrance du diplôme en association à un mémoire à réaliser au cours ou à l'issue du séjour outre-mer. 2 promotions de VSN, médecins, chirurgiens et pharmaciens, dont le nombre varie de 30 à 60 pour chacune, passent ainsi dans l'année au Faro, ce qui représente 180 heures d'enseignement pour chacune. À ces 2 stages de VSN Afrique s'ajoute depuis 1978 un autre stage VSN à destination du Maghreb d'une durée d'environ 1 mois, avec un enseignement plus spécifique pour l'Afrique du Nord d'environ 130 heures. Cet enseignement que nous venons d'évoquer, médecins des armées, volontaires du service national Afrique, volontaires du service national Maghreb, est destiné à des personnels partant du Faro vers l'outre-mer et pour y assurer des tâches de coopération. Parallèlement à ce courant, s'établit, si l'on peut dire, un courant de retour dans le sens outre-mer-France. Il s'agit des stages de formation destinés à différentes catégories de personnel étranger. Personnel paramédical des armées étrangères, venant acquérir au Faro des qualifications bien précises dans diverses spécialités et dont la durée est variable en fonction de la spécialité choisie. Aide anesthésiste, 2 ans, infirmier spécialisé de salle d'opération, aide bactériologiste, manipulateur radio, prothésiste dentaire, préparateur en pharmacie, qualification en ophtalmologie. Ces stages sont d'une durée de 8 mois. Cet enseignement se déroule pour certaines qualifications à l'hôpital d'instruction des armées Lavran, sous la direction de professeurs du Faro, et à l'IMTSSA pour d'autres, tels brevet technique d'aide bactériologiste. 63 stagiaires participent à ces stages venant de 14 pays africains et malgaches. Ces stages représentent un gros volume d'enseignement puisque, à titre d'exemple, il existe 220 heures de cours et 600 heures de travaux pratiques pour le stage d'aide bactériologiste. Ceci représente un gros effort pour le stagiaire, mais la motivation de chacun d'entre eux est déterminée et la volonté de réussir ne vous fait jamais défaut. La formation est essentiellement pratique, de manière à ce que le stagiaire quitte son pays comme infirmier et en revienne en véritable technicien, immédiatement apte à toutes les tâches pour lesquelles il a été formé. Ces brevets sont en effet sanctionnés par des examens comportant épreuves théoriques et pratiques. Les épreuves pratiques ont été récemment valorisées et comptant pour la moitié de la note, pour ne pas pénaliser ceux qui maîtrisent moins bien la langue française. L'enseignement dispensé au Faro ne se borne pas aux formations de base de ces différents stagiaires. Il existe un enseignement complémentaire se surajoutant à l'enseignement de ces différentes catégories de stagiaires. Préparation sur place des médecins et pharmaciens aux différents concours du service de santé des armées, 1er degré assistanat, 2e degré spécialité, 3e degré agrégation. Ces préparations concernent médecins des armées français et étrangers et consistent en entraînement hebdomadaire, questions théoriques et présentation de malades dans des conditions de concours. 11 officiers étrangers bénéficient actuellement de ces formations aux côtés de leurs collègues français. Enfin, les camarades éloignés ne sont pas oubliés. Il existe au Faro une préparation à distance aux différents concours d'assistanat, préparation par cassette. C'est ainsi que depuis le début de l'année, 618 cassettes ont été expédiées à 76 candidats inscrits. Il s'agit là de séances d'entraînement réalisées sur place avec des candidats présents qui exposent malades et questions.
Ces séances sont intégralement enregistrées sur cassette, expédiées aussitôt aux candidats éloignés, qui ne sont plus de ce fait pénalisés par leur éloignement dans la préparation au concours. Voici donc rapidement esquissés les différents groupes d'élèves à qui s'adresse notre enseignement. Par qui est-il dispensé? L'enseignement est assuré par les professeurs et professeurs agrégés du service de santé des armées. Ces professeurs sont nommés sur concours parmi les spécialistes des hôpitaux des armées. 10 chaires d'enseignement se partagent 22 professeurs titulaires et agrégés, ainsi qu'il l'apparaît sur ce transparent. Sur ces 22 postes, 3 professeurs sont détachés à l'extérieur, dont 2 sont en service outre-mer et 2 en instance de concours. Ces professeurs sont également chefs de service hospitalier à l'hôpital d'instruction des armées Lavran pour les disciplines hospitalières ou participent par ailleurs à des activités de recherche ici à l'Institut de médecine tropicale. La particularité des fonctions de professeur est tout à fait originale dans le service de santé des armées. En effet, les professeurs agrégés exercent pendant 5 années seulement les fonctions d'enseignants. À l'issue de cette période, ils deviennent agrégés libres et sont affectés généralement dans les hôpitaux outre-mer ou en France. Les professeurs titulaires, choisis parmi les agrégés libres, sont également nommés pour 5 ans. L'intérêt de ce système est qu'il assure un renouvellement permanent du corps enseignant, ce qui évite toute sclérose de l'enseignement et est garant d'une qualité toujours maintenue. De plus, ces professeurs ont tous exercé outre-mer, dans les pays d'où vous venez, mesdames et messieurs les stagiaires étrangers, et dans ceux où vous allez servir, mesdames et messieurs les médecins des armées français. Ceci assure aux enseignés que chaque professeur, dans sa spécialité, parle de situations vécues auxquelles il a été personnellement confronté. Vous êtes ainsi assuré d'un enseignement sans cesse actualisé. Même si l'emploi du temps des professeurs est largement rempli, comme le montre l'organigramme des stages, ceux-ci sont toujours prêts à entretenir avec vous le dialogue fructueux qui a toujours existé et qui est une des particularités du Pharo. Comment est réalisé cet enseignement? Pour réaliser ces enseignements constamment en évolution, régulièrement adaptés, tous les moyens nécessaires ont été utilisés. Les professeurs se réunissent 2 fois par an lors de journées pédagogiques au cours desquelles ils font le bilan des enseignements réalisés et tenant compte des critiques formulées, tirées des contrôles de connaissances, de divers paramètres, ils remanient et améliorent sans cesse les enseignements qu'ils dispensent, de manière à ce que ceux-ci soient toujours le mieux adaptés. À titre d'exemple, voici les étapes d'élaboration d'un programme destiné à la formation des médecins des armées. Il passe par différentes étapes, ainsi que vous pouvez le voir sur ce transparent, étapes qui vont d'informations nécessaires à recueillir sur les postes qui seront les vôtres, à l'analyse des tâches qui seront également les vôtres, la définition des compétences, la détermination des objectifs, pour finalement arriver à l'élaboration des programmes et bien sûr à l'emploi des méthodes nécessaires pour réaliser l'objectif réalisé. Par ailleurs, le choix des postes intervenant avant la fin du stage, cela permet de disposer d'un laps de temps de 2 à 4 semaines pour une formation complémentaire encore plus spécialisée, les médecins étant divisés en groupes en fonction des tâches bien précises qui les attendent. Médecins en poste isolé, médecins en poste rural, médecins de grandes endémies, médecins en dispensaires urbains ou suburbains. Cette formation complémentaire est une des caractéristiques de l'enseignement des médecins orientée vers la meilleure préparation pratique au poste qui les attend. Pour réaliser cet enseignement, les moyens les plus récents sont utilisés dans le domaine audiovisuel, parmi lesquels la vidéo occupe une large place. Voici, à titre indicatif, la liste des films qui sont à votre disposition, destinés en vert ceux qui sont destinés au stage d'application et soulignés en rouge ceux qui sont plus spécialement orientés vers un perfectionnement. Cette liste est à la disposition de tous les stagiaires. Ce sont des films qui ont été réalisés par les professeurs du Pharo, essentiellement pratiques et didactiques. Tout stagiaire, en se groupant par petits groupes de 4 ou 5,
peut en faire la demande au médecin-chef du bureau des études qui se fera un plaisir de lui assurer la projection aux jours et heures qui lui conviendront le mieux, même naturellement en dehors des heures de service normales. Enfin, l'Institut a publié ses propres ouvrages qui sont destinés à fournir un complément à l'enseignement. C'est la collection des agrégés du Faro. 4 volumes ont déjà été publiés: Thérapeutique en médecine tropicale, Précis d'ophtalmologie tropicale, Technique élémentaire pour médecins isolés, Technique chirurgicale et Technique de laboratoire. Enfin, l'enseignement ne serait pas complet si l'on ne parlait de la revue Médecine tropicale, revue qui constitue un lien entre les médecins qui ont quitté l'Institut et ceux qui y travaillent. Cette revue Médecine tropicale, qui tire à 1400 exemplaires, est diffusée dans 95 pays. C'est un lien permanent entre le Faro et le monde. Ses anciens élèves, et d'ailleurs tous les tropicalistes, trouvent là une revue spécialisée, toute disposée à publier les travaux sélectionnés par un comité de lecture qui comprend tous les agrégés de l'Institut. Voici donc succinctement évoqués les principes de l'enseignement dispensé dans cette maison. Vous voyez que tout y est mis en œuvre pour le rendre le plus pratique et le plus attractif possible. Puissiez-vous en tirer le plus grand profit. C'est le vœu que nous formons pour vous. Je vous remercie de votre attention. Mesdames, Messieurs, il m'appartient de conclure cette séance. Je le ferai brièvement. Lorsque le médecin général Bourrel m'a demandé d'assister à cette cérémonie d'ouverture de l'enseignement de l'année 84-85, cérémonie qu'il qualifiait d'intime, mais que je trouve bien impressionnante par le volume d'assistance, j'ai immédiatement accepté pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je souhaitais connaître cette maison dont, naguère, le 75e anniversaire a été fêté avec beaucoup d'éclat et qui représente pour tout médecin des armées un objet de fierté. En ce lieu privilégié, s'est accompli et s'accomplit encore une heure remarquable au service de l'homme et au service du pays. L'action des médecins coloniaux fait partie de l'histoire de la médecine tout court et pour certains d'entre eux, de l'histoire. Mais à côté des noms prestigieux qui ont illustré la médecine coloniale, puis tropicale, il y a ceux qui, leur vie durant, les anonymes, ont mis en pratique sur le terrain, dans des conditions de dénuement souvent extrêmes, le savoir acquis dans cette école. Cette école avec laquelle le lien n'a jamais été rompu. Et l'enseignement dispensé ici s'enrichit de toutes ces expériences lointaines. Si l'esprit reste le même, les modalités de l'action outre-mer évoluent avec les programmes ou la diversité des situations locales ou encore la multiplicité des organismes concernés. À cette évolution, votre école s'adapte avec bonheur, apportant à l'œuvre collective son ouverture d'esprit, son expérience et sa compétence privilégiée. Il en va ainsi, par exemple, de votre collaboration avec l'université. Le témoignage en est fourni par la présence parmi nous du professeur Bimard, que je salue tout particulièrement. La seconde raison de ma présence a été d'examiner les conditions dans lesquelles pouvait être dispensé un enseignement aussi diversifié, s'adressant selon le cas à des médecins ou vétérinaires biologistes en stage d'application, à des médecins ou pharmaciens du service national, à des médecins français ou étrangers en stage ou en cours de spécialisation, à des paramédicaux étrangers en stage de qualification. L'un de mes prédécesseurs avait en son temps qualifié cette pédagogie
d'active et de pragmatique. Elle est ainsi tout à fait adaptée à la qualité des stagiaires français et étrangers. Je salue particulièrement les stagiaires étrangers et je veux leur dire combien notre service est honoré de la confiance que nous témoigne leur gouvernement en nous confiant leur formation ou leur spécialisation. M'adressant maintenant rapidement aux officiers en stage d'application, je ne voudrais pas tomber dans le travers habituel des rangs anciens qui, comme l'écrit le moraliste, donnent volontiers de bons préceptes pour se consoler de ne plus être en état de donner de mauvais exemples. Je souhaite simplement leur dire de profiter au mieux de l'environnement de qualité dans lequel ils accomplissent leur dernière étape, celle qui conduit à l'exercice solitaire du métier, loin de tout maître ou de tout assistant. Je salue en vous la dernière promotion d'officiers stagiaires qui, dès le cycle 85-86, sera remplacée par une promotion d'élèves officiers par la simple application de la réforme des études médicales. Évoquant cette réforme qui a fait quelques bruits dans le service, je voudrais, à la demande de votre directeur, indiquer très rapidement les perspectives des concours d'assistanat 1985, pour lesquels un certain nombre d'inquiétudes se sont manifestées. La parution tardive de certains textes d'application, le dernier texte, je le rappelle, apparu le 14 octobre 1984, a conduit à 3 conséquences. Tout d'abord, l'ouverture des concours aura lieu en fin d'année, les épreuves d'admissibilité auront lieu à partir de mars, les épreuves d'admission à partir d'avril 1985. Quelles sont les novations introduites par cette réforme? Tout d'abord, elle unifie les conditions de candidature. La limite d'âge est fixée à 36 ans. Il est nécessaire d'avoir accompli 3 années de service après le stage d'application. Il ne peut y avoir plus de 3 candidatures dans la même discipline et 6 au total pour les assistanats hospitaliers. Elle introduit ensuite une épreuve de pratique d'armée dans toutes les disciplines. Et je sais que cette nouvelle pratique de cette nouvelle épreuve inquiète les candidats de cette année. Alors je pense qu'on étudiera les modalités transitoires qui permettraient d'adapter pour cette année cette épreuve de pratique d'armée au contenu même de l'assistanat dans lequel les gens se présentent. Troisième novation, les concours hospitaliers du premier degré permettent l'accès des médecins et des pharmaciens chimistes des armées à la préparation des DES et des DESC dans les filières de médecine spécialisées, de santé publique, de biologie et des sciences pharmaceutiques spécialisées. Quatrième caractère, il existe une filière de qualification de recherche ouverte aux 3 corps. Elle est peu touchée par la réforme. Elle comporte un cursus de formation avec DEA et thèse de recherche. Cinquième caractère, la filière de qualification propre au service regroupe les disciplines correspondant à des emplois dans les forces ou dans les directions. L'option de médecine du travail devient un assistanat de spécialité médicale. La section grande endémie devient un assistanat de santé publique. Sixième caractère, les concours du 2e degré demeurent dans leur forme actuelle jusqu'au 31 décembre 1988. Ainsi donc, cette réforme permet néanmoins à chacun de trouver la possibilité de réaliser ses aspirations dans les voies qui ont été tracées. Je ne voudrais pas terminer sans féliciter les équipes de recherche du Centre d'études et de recherche de médecine tropicale que j'ai visité tout à l'heure, et puis particulièrement le médecin-chef des services Nicoli, dont les travaux font honneur au service. Il me faut mentionner aussi combien l'action de l'équipe d'intervention pour la vaccination antiméningocoque a été appréciée par les unités où elle a dû intervenir. L'éloge en est fait à chaque fois par les autorités militaires. Elle contribue ainsi avec efficacité à la mission du service. Je vous souhaite maintenant à tous bon courage et je forme les vœux les plus chaleureux pour l'avenir de cette école. Je vous remercie de votre attention. Franchement, ça, là. Suivez-moi.